Bonjour, je suis Ismail Cherkaoui, cofondateur de Hub Advisor, société de stratégie, de veille et d'acculturation digitale. Notre métier est d'aider les dirigeants d'entreprise à transformer leur organisation pour la rendre plus agile, customer-centric et data-driven. Pour apporter des réponses concrètes à notre communauté de dirigeants, nous interviewons tous les mois des pionniers du digital qui nous partagent sans langue de bois leurs réussites, leurs échecs et aussi les leçons qu'ils ont pu tirer. Dans nos interviews, on parle de choix technologiques, d'organisation, de transformation de la culture. Si vous êtes intéressé par des retours d'expérience concrets et pragmatiques, n'hésitez pas à suivre nos contenus. Bonjour Abdellah, merci beaucoup de vous être connecté. Écoutez, il est 11h. Voilà, on démarre dans les temps. Merci beaucoup, merci à tous de vous être inscrits au webinaire du jour et d'avoir accepté notre invitation à connecter avec Olivier Dutrio. Je vais vous présenter l'agenda de la session. On s'accorde entre 40 et 60 minutes au maximum. Et l'objectif du jour est de fournir un retour d'expérience concret, véritable, sur la digitalisation de l'ingénierie chez Renault. Je vais d'abord commencer par me présenter Hub Advisor pour vous dire pourquoi on organise cet événement, dans quel cadre ça a lieu aussi, et pourquoi on a décidé d'inviter Olivier. Ensuite, Olivier, je te laisserai te présenter. On va commencer par un échange entre Olivier et moi, mais n'hésitez pas, à chaque fois que vous avez une question, un sujet, un commentaire, le chat est fait pour. Donc, déposez-les dans la discussion et moi, je poserai la question. Il y en a même, s'ils le souhaitent intervenir, me font la demande et peuvent intervenir dans le live. C'est véritablement pas une session professorale qu'on a envie d'avoir aujourd'hui. C'est vraiment une discussion sans langue de bois, très concrète, très pragmatique sur la digitalisation de l'ingénierie, les best practices et les erreurs à éviter. Je commence par me présenter. Donc, moi, Ismail Cherkaoui, je suis cofondateur de la société Hub Advisor. Donc, c'est une société qui a 2 ans, qui emploie une dizaine de personnes. En fait, moi, je suis un ancien consultant. J'ai passé quasiment 10 ans dans le consulting stratégique. Je suis passé par un grand groupe américain qui s'appelle Gartner. Et puis, à partir de 2019-2020, j'entendais de plus en plus le retour suivant de mes clients et me disaient, écoutez, nous, on a besoin d'accompagnement, on a besoin de retour d'expérience, mais on préfère quand ça vient de personnes qui ont vécu les choses plutôt que quand ça vient de consultants qui n'ont jamais été, in fine, dans nos chaussures. Donc, à force d'entendre ça, avec un associé qui lui vient de Wavestone, on a décidé de créer Hub Advisor. Donc, le modèle est très simple. Hub Advisor, c'est 3 produits principaux. Un premier produit qui est du mentoring pour dirigeants d'entreprise. Donc, la possibilité d'avoir du coaching qui va être et la possibilité de rencontrer de manière très régulière tous les mois un coach qui a occupé une fonction similaire à la vôtre, une fonction voire identique, qui tous les mois revoit avec vous votre stratégie, va revoir avec vous les questions que vous allez avoir avec la gestion de vos équipes. Typiquement, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup, la stratégie à mettre en place, les choix technologiques, bref, avoir vraiment un sparring partner sur lequel s'appuyer pour prendre toutes vos décisions. Et c'est vraiment à destination des dirigeants d'entreprise, ce produit-là. On a un deuxième produit qu'on a appelé My Academy, qui est de l'acculturation digitale. Là, c'est fait pour notamment prêcher la bonne parole au sein des équipes. Ça s'organise à travers des webinaires, à travers des workshops. Donc, c'est des intervenants de notre côté qui viennent expliquer les dernières tendances technologiques, pourquoi la data, pourquoi l'intelligence artificielle, comment s'organiser pour réussir à atteindre les objectifs que l'organisation s'est fixés. Et puis, on a un troisième produit. Donc là, c'est de l'expertise, vraiment, que ça soit de l'expertise métier ou industrielle. Donc, ce sont des appels qu'on organise entre nos clients et des experts qu'on a partout dans le monde. Aujourd'hui, on a plus de 200 experts qui interviennent, des gens qui sont en poste ou d'anciens VP de grandes entreprises prestigieuses qui, pareil, à votre demande, tout simplement, vont préparer des éléments sur une question que vous allez vous poser. Je vous donne un exemple concret. Prochainement, on a des questions sur le digital twin de plus en plus souvent. Donc, à savoir comment on organise le digital twin, quelle technologie on va choisir. Et on a des experts sur ces thématiques-là qui peuvent vous aider, peuvent vous transmettre des feedbacks par rapport à ça. Donc, ça, c'est Hub Advisor. Initialement, Hub Advisor, et comme je viens de Gartner, c'est vrai qu'on a adressé principalement les Chief Digital Officers
et les DSI, mais on se rend compte que de plus en plus les métiers se digitalisent et notamment le métier de l'ingénierie et avec le sujet de l'industrie 4.0, on a de plus en plus d'abonnés à notre page LinkedIn, de participants à nos webinars qui viennent de la R&D notamment et qui viennent de l'ingénierie. Et c'est pour ça qu'on a voulu développer ce segment au sein de Hub Advisor en proposant à cette audience du contenu sur les thématiques qui vont les intéresser. Et quand on parle digitalisation de l'ingénierie, il y a un acteur en France qui quand même a pignon sur rue sur cette question-là et qu'on a voulu interviewer, c'est Renault. Et donc, par le cadre du réseau, notamment, on a pu rentrer en contact avec Olivier. Donc, Olivier, je vais te laisser te présenter. Mais voilà, l'idée d'aujourd'hui, très simplement, c'est d'avoir un retour d'expérience sur le digital, mais appliqué à la fonction ingénierie. On va parler du pourquoi, on va parler du comment aussi. Mais je vais d'abord te laisser te présenter, Olivier. Après, on rentrera directement dans le vif du sujet avec l'échange qu'on a préparé ensemble. Ça marche. Donc, en ce qui me concerne, moi, j'ai un parcours un peu plus de 30 ans chez Renault dans la fonction ingénierie. J'ai fait du costing, donc du design to cost, comme on dit en bon français, hein, donc mettre les gènes de la performance de coût de revient d'un produit au moment de sa conception. J'ai été en charge de plusieurs secteurs en termes de management de secteurs d'ingénierie. Sur le plastique, à un moment donné, j'étais en charge des systèmes électroniques embarqués. J'ai fait de la qualité, j'ai fait du diagnostic. Je suis parti au Brésil pour créer le centre de développement de Renault en Amérique latine. Et puis, j'ai créé le PMO, le Project Management Office, qui est en charge de structurer, standardiser les méthodes de pilotage projet et de challenger les métiers qui y contribuent. Et puis, à la fin de ce parcours, après tout ça, j'ai été chargé de piloter la transformation digitale de l'ingénierie de Renault. Et je suis content de ne pas l'avoir fait plus tôt parce qu'en fait, je suis absolument convaincu que quand on veut piloter la transformation digitale, il faut avant tout bien connaître les métiers, les processus, les acteurs, les forces, les faiblesses, etc. Les enjeux qui sont associés. Donc, voilà, en quelques mots, le parcours. Et donc, la dernière activité qui est effectivement de piloter la transformation digitale de l'ingénierie. C'est arrivé à un moment où Thierry Bolloré, qui était le patron de Renault à l'époque, s'est rendu compte, et il n'avait pas tort, que cette vieille dame qui était Renault, qui avait 100 ans, n'était pas super avancée en termes de digitalisation de ses propres process. Et donc, il a secoué le cocotier, il a mis les moyens, et il a mis en place une transformation digitale à l'échelle de l'entreprise, qui passait entre autres par mettre en place dans chacune des fonctions, alors quand je dis fonctions, c'est ingénierie, achat, manufacturing, etc. Mettre en place dans chacune des fonctions ce qu'on appelle une control tower, pilotée par un binôme, une personne qui vient du métier et une personne qui vient de l'IT. Et donc moi, j'étais celui qui venait du métier ingénierie, et j'avais un alter ego avec qui on travaillait jour et nuit sur ce sujet côté IT. Voilà, pour résumer. Très beau parcours et je te remercie. On va revenir sur cette ambition de Thierry Bolloré et du groupe Renault à un moment donné de se dire parmi les fonctions clés qu'on va digitaliser, il y aura aussi l'ingénierie. Donc je comprends que c'était pour avoir les best practices et se dire on va, comme tu l'as bien dit, secouer le cocotier et changer les façons de travailler. Est-ce que tu peux nous décrire potentiellement le monde d'avant? Typiquement, avant ton arrivée, comment ça fonctionnait traditionnellement et qu'est-ce que le digital a permis, on va dire, ou de manière un peu plus simple, potentiellement les premiers cas d'usage sur lesquels toi tu t'es dit, effectivement, ça on va le digitaliser et pourquoi avoir choisi cela spécialement? Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'avant d'attaquer les cas d'usage directement, on a commencé par se poser la question, c'est quoi les grands enjeux auxquels il faut répondre? En vérité, très souvent, quand on parle de transfo digital, on entend digital. Mais le premier mot auquel il faut s'attacher en priorité, c'est d'abord transformation. Qu'est-ce qu'on veut transformer et pourquoi? Et donc, le fil conducteur qui nous a amené jusqu'au cas d'usage que j'évoquerai juste après, c'est d'abord les grands enjeux qui s'affrontaient à nous. Donc, si on prend le terrain de la qualité, une des routes causes des problèmes qualité
rencontrées par les clients. Ça peut être des erreurs de spécification technique, des problèmes de configuration, des problèmes de validation pas assez robustes, qui sont 100% de responsabilité R&D et pour lesquels on voyait bien qu'on avait des terrains de progrès, notamment en termes de continuité digitale pour remédier à ça. Mais la qualité, ça a aussi un sens plus large. Ça peut être aussi la satisfaction client. Et là, on a une fenêtre de tir dans l'automobile qui s'ouvre à nous, qui est le véhicule connecté. Quand vous avez un objet connecté, un IoT, finalement, vous avez un retour d'information grâce aux données des véhicules connectés, des objets connectés. Et ce retour d'information, il vous donne un lien direct entre l'ingénierie et comment le véhicule fonctionne vraiment, et non pas comment on pense qu'il fonctionne, et comment il est réellement utilisé, et non pas comment on pense qu'il est utilisé. Et donc ça, c'est un grand levier pour finalement faire des spécifications, faire coller le produit aux attentes et à la réalité des usages. Donc ça, c'est pour évoquer les grands enjeux côté qualité. Côté coût, j'ai envie de commencer par une anecdote. Alors, désolé s'il y a des dames qui nous suivent, mais c'est une anecdote qui date de bien avant MeToo. Hein. C'est une phrase de Churchill qui disait dans la vie, il y a 3 moyens de perdre beaucoup d'argent. Le plus rapide, c'est le casino. Le plus agréable, c'est avec les dames. Et le plus certain, c'est avec les ingénieurs. Et donc, tout ceci pour dire, si je reviens à quelque chose de plus sérieux, que l'ingénierie, ça coûte cher, c'est vrai. Dans les grandes entreprises industrielles, sur des produits complexes, les coûts de R&D et les CAPEX associés, on est entre 5 et 20%, 25% des coûts fixes de l'entreprise. Donc, c'est un coût qui est super important. Il est donc très important d'arriver à l'optimiser, à le manager pour avoir un point mort qui soit sécurisé pour l'entreprise. Or, dans le monde dans lequel on est, tout concourt à augmenter les coûts d'ingénierie. On a des produits qui sont de plus en plus complexes, on a de plus en plus de systèmes embarqués, on a des systèmes de systèmes. Le véhicule lui-même devient un composant d'un système plus large, donc tout se complexifie. On a une diversité qui est extrêmement complexe à gérer, que ce soit la diversité des marchés, des réglementations, la diversité également, même quand les réglementations arrivent à s'harmoniser, il y a quand même les gouvernements locaux de chaque pays qui peuvent déclencher des incentives qui leur sont spécifiques. Donc tout ça rajoute encore la diversité. Et puis on a évidemment, en termes de complexité, l'évolution technologique. Donc en un mot, dans le domaine automobile, véhicules électriques plus connectés, plus autonomes, vous imaginez bien que c'est une révolution technologique qui est extrêmement élevée. Donc on a des coûts fixes qui sont très importants. On a cette course à l'armement en termes de technologie. Tout concourt à faire exploser les coûts de R&D. Mais on est dans un business qui est hyper concurrentiel. Et quand on est dans un business hyper concurrentiel et qu'on est un généraliste et pas un spécialiste premium, eh bien, on ne peut pas supporter une explosion des coûts. On n'a pas le choix. On est obligé de faire de la productivité, pas uniquement chez nos amis du manufacturing, mais aussi dans l'ingénierie. Et donc, il faut juguler les coûts et le digital est un levier. Ensuite, sur le terrain des délais, qu'est-ce qu'un business attend d'une ingénierie ? Il attend que son ingénierie soit fiable dans ses délais. Si on s'est engagé à sortir un projet au bout de, 2 ans et demi, et bien, ce à quoi on s'attend, c'est qu'au bout de 2 ans et demi, la voiture, elle sort. Et ça, pourquoi ? Parce que derrière, les collègues des autres secteurs, ils ont des campagnes de communication à lancer, ça coûte cher, ça se réserve très tôt à l'avance. Ils ont à préparer le réseau mondial sur un lancement de projet, mais tout ça, c'est des opérations très lourdes. Et il n'est pas question de les décaler. Donc, on a un besoin de fiabilité des délais et on avait à progresser là-dessus. Au-delà de la fiabilité des délais, on a aussi un enjeu de réduire la durée de développement. Ce n'est pas tout simplement d'être fiable sur le délai, c'est qu'il faut aussi avoir une durée de développement qui soit de plus en plus performante. Donc, ce qu'on appelle le time to market. Si vous voulez être le premier à lancer une innovation, si vous voulez accélérer le lancement d'un modèle parce que le précédent s'essouffle un peu, par exemple, il y a un enjeu très fort d'être capable de réduire les délais de développement. Et là aussi, le digital va se révéler comme un levier très important. Et puis enfin, le dernier enjeu que je citerai, au-delà du traditionnel QCD, qualité coût délai, c'est un enjeu qui est plus humain, mais qui est en lien avec le business de la maison. C'est le savoir-faire, le knowledge, comme on dit en bon français,
des équipes d'ingénieurs et de techniciens. Moi, je considère que le knowledge, les savoir-faire de nos équipes d'ingénierie, c'est un asset en soi. C'est un asset en soi. Euh, on a souvent en tête des assets très matériels, les usines, les moyens de test, etc. Mais le knowledge, la capacité en termes de compétences de la R&D, ça contribue à la créativité de l'entreprise. Mais en plus, conjugué au champ des data que j'évoquais tout à l'heure, qui sont désormais disponibles, ça permet de créer de la valeur, ça permet de se différencier tout en se protégeant en termes de propriété intellectuelle. Donc voilà pour un peu décrire le champ des grands enjeux qui nous ont amenés à se dire, bon, alors maintenant, une fois qu'on a clarifié les enjeux, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, c'est hyper clair pour moi. Petite question juste subsidiaire, quand tu as parlé d'expérience client automobile, on pense à Tesla. Est-ce que ça a été aussi l'arrivée de Tesla, un accélérateur chez Renault et un, un moyen de se dire, ah là, il faut qu'on soit au niveau? Oui, bien sûr, Tesla a fait une entrée remarquée dans le monde automobile, on va dire. Euh, je dirais oui, surtout sur le produit automobile lui-même. Et ça, tu as raison. De ce point de vue-là, il a bousculé les choses, il a accéléré les choses, c'est vrai. Mais il y a une autre facette qui est de digitaliser la R&D elle-même, au service de l'efficacité de la R&D elle-même. Et donc, il y a bien, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais il y a plusieurs champs de valeur. Il y a un champ de valeur qui est, grâce au digital, je vais améliorer l'efficacité de la R&D elle-même, de l'activité ingénierie, la rendre plus efficiente. Puis il y a un champ de valeur qui est, grâce au digital, je vais améliorer la performance du produit disponible, de ce que je délivre. Et puis, il y a même un troisième champ de valeur. Là encore, je reviens sur les data, notamment les data du véhicule connecté. Il y a un troisième champ de valeur qui est, grâce aux data, est-ce que je peux proposer des nouveaux types de business, des nouveaux types de revenus, des nouveaux types de services? Et on voit éclore ça dans le monde automobile aujourd'hui. C'est clair. Merci beaucoup, Olivier. Schématiquement, là, ce qu'on a couvert, c'est le pourquoi. Pourquoi Ouais. digitaliser l'ingénierie. Là, on va s'intéresser au quoi. Et après, on s'intéressera au comment. Comment vous avez fait. Et après, on prendra les questions. Mais donc là, je reviens au cas d'usage. Je pense que c'est peut-être le bon moment. Une fois qu'on a cette feuille de route qui est ambitieuse, par qui on commence en fait et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors déjà, donc, toute cette feuille de route, tous ces enjeux là que je vous ai brassés en quelques minutes, bon, à un moment donné, il faut les synthétiser, etc. Donc en gros, on part de la stratégie de l'entreprise, de la stratégie de la R&D elle-même. On part aussi des pain points qui remontent du terrain. Et je considère que c'est super important, hein. Je prends souvent l'image que quand on est patron d'une usine, on a de cesse d'améliorer l'ergonomie des postes de travail de ces opérateurs en ligne, à la fois pour qu'ils soient en bonne santé, pour que la qualité soit au rendez-vous et que la performance économique soit au rendez-vous. Je considère que ça va être la même chose dans la R&D. On doit avoir des postes de travail, entre guillemets, ou des process digitalisés performants, là encore, pour que les gens soient motivés, efficaces, efficients. Alors, quelques exemples. Je vais démarrer par ce terrain-là que je viens d'évoquer, hein, des pain points qui remontaient du terrain. Un projet de véhicule, en gros, dans une voiture, il y a 2000 pièces. Grosse, hein. Vous imaginez bien que pour chacune de ces 2000 pièces, il y a un nombre incalculable de données qu'il faut créer, manipuler, faire évoluer tout au long de la vie du projet. Des données techniques, des données économiques, des données process, des données relatives aux fournisseurs, aux sites de fabrication, aux kilomètres de logistique de chaque pièce, blablabla. Et donc, c'est des quantités de données très importantes pour chacune des 2000 pièces, et ces données, elles évoluent jour par jour au fur et à mesure que le projet se crée. Dans le monde d'avant, ça veut dire qu'il y a des milliers d'emails, de tableaux Excel dans tous les sens qui s'échangent entre les différents acteurs, ingénierie, achat, manufacturier, produits, design, etc. Vous imaginez le mouvement brownien que ça peut faire, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc là, ce que peut apporter le digital, c'est une plateforme digitalisée qui permet de partager les informations d'un lieu unique et des informations qui soient robustes, qui soient partagées, qui soient fraîches, qui soient robustes, de manière à concentrer le cerveau de nos ingénieurs et de nos techniciens sur des tâches valeur ajoutée
et non pas le dimanche soir de vérifier entre le tableau Excel 1 et le tableau Excel 2 si c'est cohérent. Donc ça contribue à quoi en termes de valeur? Ça contribue à une convergence de qualité coût-délai du projet qui est mieux monitoré, qui est plus lisible, qui est plus clair et qui est plus robuste. C'est peut-être pas un gain le plus tangible, hein, c'est Mmh. qui est plus difficile à expliquer que d'autres. Mais franchement, je voulais démarrer par celui-là parce que j'y crois beaucoup. Je pense que quand les gens ont euh, une manière de collaborer efficace, ils sont eux-mêmes plus efficaces. Ouais, c'est une petite parenthèse, c'est améliorer le travail, le quotidien de tes ingénieurs et de tes équipes. Et c'est vrai que on pense toujours à ce qui va rapporter de l'argent, mais ça en rapporte peut-être indirectement et pas directement. Mais le fait de se dire, bah, comment je leur facilite la vie et, heu, et facilite le travail. Ce qui est énorme aussi d'un point de vue, je pense, talent acquisition, talent rétention, et cetera. Le fait de Bah, absolument, ouais, ouais, ça joue aussi sur la motivation des gens, hein. Mais le management de projet, c'est collaborer en permanence avec des tas d'acteurs, avec des tas de données. Si on fait ça avec des outils artisanaux, très bien. OK, premier point. alors un deuxième exemple, je vais parler d'un exemple qui amène des gains peut-être plus tangibles, en tout cas plus faciles à mesurer, heu, les coûts de validation. Heu, Quand on est dans le monde du véhicule, électrique, autonome et connecté, la complexité des validations n'a de cesse de croître. Et je l'évoquais tout à l'heure, dans des mondes comme l'automobile, mais c'est pas le seul, hein, la diversité induit aussi des charges de validation, un grand nombre de configurations différentes à valider. Et tout ça, c'est beaucoup de charges, beaucoup de testing à faire et beaucoup de prototypes à faire. Or, les prototypes, ça coûte cher. Et donc, là encore, pour piloter un plan de validation sur un objet complexe comme une voiture, un avion, un train, il y a énormément d'activités à faire, il y a énormément de requirements en amont, il y a énormément de besoins de validation, de besoins de prototypes, d'exécution, de testing, et puis ensuite de reboucler le résultat du testing avec les requirements. Donc, il y a des centaines, quelquefois des milliers de gens qui contribuent aux validations d'un projet de cette ampleur. Je ne dis pas qu'ils sont tous full-time, mais de près ou de loin, ils contribuent. Et donc, là encore, l'apport du digital, c'est une plateforme digitale de collaboration dans laquelle on va retrouver l'ensemble des inputs, l'ensemble des besoins, le planning des plans de validation à réaliser, et on amène mieux finalement l'information d'output et l'information d'input pour être capable de croiser de manière robuste, avec traçabilité, les sorties de testing avec les exigences de départ qui sont à valider. Et là, typiquement sur un process outillé comme celui-là, ce que l'on voit, c'est que ça contribue, à la fois à beaucoup plus de rigueur, mais ça contribue directement à des réductions de coûts, en termes de coûts de validation au juste nécessaire. Ça permet de mieux partager les prototypes entre différents besoins. Ça permet d'être beaucoup plus exigeant sur le fait qu'on ne demande une validation physique que si on a une vraie exigence qui est formulée au départ. On ne demande pas de validation physique si on a fait de la simulation avant. Et donc, ça permet de beaucoup mieux monitorer tout ceci et faire des gains en coût de validation, en coût de prototype qui sont très importants. Alors, je viens d'évoquer simulation. On peut aussi parler de simulation. Si on remonte un peu plus en amont dans les tâches de conception, la simulation, dans un grand nombre de domaines, elle permet de s'assurer, quand on est en phase digitale, qu'on n'a encore réalisé aucun objet physique, pas même un prototype, de s'assurer de la faisabilité de la conception, de s'assurer de sa robustesse, et de converger de manière robuste sur le concept de solution technique qu'on veut le retenir, bien avant de faire l'étude détaillée. Donc, ça permet de valider des concepts techniques aussi bien dans un domaine très mécanique que sur la partie système embarqué. Donc, une fois qu'on a fait ça et qu'on a pu, grâce à la simu, converger sur un concept qui est robuste, ben, ça fait que dans toute la phase d'étude détaillée, au lieu de faire des remises en question en permanence, l'énergie des concepteurs, elle est passée à affiner, à optimiser pas à pas, de manière de plus en plus fine, jusqu'à arriver à un projet qui est donc
le plus robuste possible en termes de définition technique et donc de qualité. Mais la simulation, ça permet aussi d'évaluer des tas de concepts en parallèle, d'aller jusqu'à l'optimisation d'une solution technique au profit de la performance du produit lui-même, de la voiture que vous consommez ou d'un train ou d'un avion ou autre. Donc, optimisation qui peuvent impacter la masse, le CO2, le coût de revient, des caractéristiques de performance des différentes prestations. Et donc, finalement, on a des gains qui sont à la fois sur qualité, coût et délai. Alors, j'évoquais tout à l'heure l'aspect aussi compétence des acteurs comme un vrai asset. Donc, on peut citer aussi un exemple sur la compétence. Je disais tout à l'heure, quand on a un produit connecté, grâce aux données, on peut mieux comprendre deux choses: comment le produit fonctionne réellement et puis comment il est réellement utilisé. Je rappelle que dans l'automobile, contrairement à un train ou un avion, celui qui pilote n'est en général pas un professionnel. Donc, vous avez une multiplicité d'usages, évidemment en fonction des typologies d'utilisateurs dans un même pays. Et évidemment, vous imaginez entre l'Inde, le Brésil, la Corée, l'Allemagne, c'est pas forcément la même manière de conduire. Donc, quand on a ces informations-là, ça permet à la fois, quand on travaille ces données-là avec les différentes technologies de data analytics, ça permet à la fois d'agir sur l'efficacité de la R&D en accélérant, par exemple, les décisions que l'on prend. Quand vous avez des données comme celles que je viens de citer, vous avez la possibilité d'objectiver des phénomènes, d'objectiver des gaussiennes d'usage, et donc d'aller beaucoup plus vite dans la prise de décision parce que vous avez une vision objective des choses. Du côté de la performance du produit lui-même, ce que ça permet d'adresser, c'est ce qu'on appelle le right sizing, c'est-à-dire l'optimisation au juste nécessaire des caractéristiques du produit. Et puis enfin, avec ces données, ça permet aussi de délivrer des nouveaux services, des nouveaux business, par exemple, que ce soit pour le client final du véhicule, que ce soit en B2B, avec des partenaires dans l'écosystème. Et cet écosystème peut aller jusqu'au B2T, parce que le B2T, c'est Business to Territories. Le véhicule, en quelque sorte, devient un capteur qui est capable de capter un certain nombre de phénomènes qui se passent dans le monde de la mobilité, au service de l'amélioration des mobilités, donc y compris la collectivité nationale pour un pays. Et donc, pourquoi je parle d'assets de compétences, c'est qu'en mariant les compétences de l'ingénierie avec la data, on arrive à créer de la valeur. Voilà, un autre type de cas d'usage. Merci beaucoup, Olivier. Écoute, très, très clair. Moi, je résume. Tu as parlé de la collaboration, la possibilité voilà, de partager notamment les documents. Tu as parlé de la validation, tu as parlé de la simulation. Et après, tu as parlé de compétences, mais je le rejoins avec expérience client, le fait de pouvoir adapter le produit. Là, quelque part, c'est la personnalisation, peut-être le mot est trop fort, mais d'adapter en tout cas le produit aux usages. Et ça permet, là, je reviens un petit peu, je ne fais pas une fixette sur eux, mais sur Tesla, mais de dire, voilà, à l'époque, potentiellement, on construisait un véhicule et derrière, on allait voir un peu quels étaient les usages derrière. Il y avait d'abord le produit, ensuite l'usage. Et là, en fait, on change un peu de paradigme, on se dit, bon, bah, quel est l'usage? Et derrière, comment on va construire un produit qui va répondre à ces nouveaux usages-là? Et c'est ça que je note, donc des cas d'usage quand même assez précis. Et je te remercie. Là, dans les dernières 10-15 minutes là, qui nous restent, là, donc on a parlé du pourquoi, là, on a parlé du quoi, on va peut-être parler du comment. Parce que je vais d'abord commencer par, moi, décrire ce qu'on observe chez HubAdvisor. Chez HubAdvisor, on observe beaucoup de bonnes intentions dans les entreprises. Il y a beaucoup de gens qui disent, bah, on va digitaliser l'ingénierie, on va faire ci, on va faire ça. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose qui avance, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a une résistance au changement qui est importante. Il y a des équipes qui doivent travailler ensemble, mais qui ne parlent pas forcément le même langage. Donc, on a compris que toi, tu avais formé un ticket. Et je pense que c'est intéressant. Tu avais un binôme côté IT
sur le sujet digital et toi, tu étais en fait la personne côté métier. Est-ce que tu peux nous donner, on va dire, bah, premièrement, peut-être le constat, les difficultés, pareil, hein, les difficultés que tu as eues pour transformer, quand tu parlais de transformation avant digital, pour transformer l'ingénierie, à quoi tu as été confronté et comment vous avez réussi à, à lever, si ce n'est toutes ces difficultés, mais au moins une partie de ces difficultés? Alors effectivement, il y a pas mal de leviers, humains pour réussir. Tu as cité la collaboration entre métier et IT. C'est absolument clé. C'est absolument clé, hein. Le problème de la digitalisation de l'ingénierie ou du manuf ou des achats, c'est pas le problème de l'IT. C'est le problème de ce métier avec l'IT. Heu, j'ai énormément lu, vu des conférences où on dit toujours que c'est une très grosse difficulté, qu'il y a un mur entre les métiers et l'IT. Bon, moi, je n'ai jamais vécu ce problème. J'ai vécu d'autres problèmes, celui-là, jamais. On a toujours travaillé en osmose avec nos collègues de l'IT, donc je ne l'ai pas considéré comme une difficulté. Je pense qu'il y a un levier pour y arriver, c'est que dans la même période, finalement, dans tout ce qu'on a développé, j'ai vu qu'il y avait une remarque sur 3D Experience, j'y viendrai après. On a développé des choses en interne, mais aussi on a pris une solution d'éditeur externe, j'y viendrai après. Mais pour ce qu'on a développé en interne, on a tout développé en agile. Et au-delà de la méthodologie de développement de projet digital en agile, l'agile, par ses gènes, par ses valeurs humaines, presque je dirais, c'est un vrai levier de collaboration entre les différents métiers, et notamment dans le binôme entre métier et IT. Il y a de la bienveillance dans l'agile, il y a la volonté d'apprendre l'un et l'autre de la compétence de l'autre. Et ça a vraiment été un levier. Il y a une manière de travailler ensemble. Euh, Si je suis caricatural, hein, le monde d'avant, ça va faire sourire, mais le monde d'avant, c'est je fais un cahier des charges de 200 pages et je le passe à mon collègue de l'IT et puis j'attends que ça vienne. Bon, ben, en agile, on ne fonctionne pas comme ça. On travaille en permanence dans la clarification du besoin et dans l'évaluation des solutions et dans la réalisation de la solution et dans son évaluation finale. Donc ça, finalement, le mode agile est un levier de collaboration efficace entre métiers et l'IT. Donc ça, c'est un point fort. Euh, Tu t'es donc, formé? Excuse-moi, comment? tu t'es Ouais, formé alors, dans alors, le milieu, je, logiciel, entre guillemets, de je me suis formé un peu au théorique, mais pas beaucoup, à vrai dire. Ce que j'ai adopté comme formation, c'est un autre moyen, c'est que quand j'étais nommé directeur de la transfo digitale, je me suis positionné product owner d'un projet digital pour l'ingénieur. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans, en plus de l'autre casquette, pour faire, quoi. Pour apprendre. Je pense que c'est la meilleure école. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui veulent faire ça, le mieux, c'est de le faire. Euh, alors, pour reprendre ta question, dans les autres freins, ce qu'on a pu noter, c'est que quelquefois, ça peut faire peur. Il y a des populations. Au début, je pensais que c'était les plus anciens qui auraient peur du digital. Pas forcément, hein. Ce n'est pas forcément une histoire que d'âge. Certes, les jeunes sont globalement plus dans la dynamique, mais quelquefois, ce n'est pas qu'une question d'âge. En tout cas, il y a une certaine partie de la population à qui ça peut faire peur. Et donc, ce qui est important, c'est faire de l'acculturation, de démystifier les choses, d'expliquer que le digital, c'est pas si compliqué que ça, et qu'on ne demande pas à n'importe quel membre de la R&D de devenir un geek ou un grand spécialiste de toutes les technologies de machine learning. On lui demande d'être capable de bien exprimer ses besoins, d'être capable de collaborer avec ses collègues de l'IT pour développer des applications digitales qui amènent de la performance. Donc l'acculturation, ça passe par des présentations de pédagogie, hein, autour de tout ça, des interventions extérieures, de grandes entreprises ou de start-up, faire présenter les réalisations internes à l'ensemble de la population pour que les gens se rendent compte que finalement, c'est un collègue qui, comme moi, vient de l'ingénierie, qui, comme moi, n'est pas un geek au départ, mais finalement, a été capable de développer quelque chose qui fonctionne et qui produit de la valeur. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est montrer différents types de développement dans des domaines de technologie automobile très différentes, la tôlerie, la mécanique, les sièges, pour que chacun se dise, ben moi aussi, dans mon secteur, c'est possible, puisque c'est possible dans tous les autres secteurs de la voiture. Ce qui est important aussi, je pense, c'est de montrer que le digital apporte, je vous ai juste dans le temps à partie donné quelques use cases, mais le digital apporte de la valeur en amont,
cadrer plus vite et de manière robuste les solutions. Il apporte de la valeur pendant la phase d'études détaillées, en management de projet, pendant les validations, pour traiter les problèmes qualité en série, etc. Donc là aussi, il faut que chaque acteur se dise, finalement, on voit des use cases dans toutes les phases d'avancement du projet, dans toutes les activités de l'ingénierie. Pourquoi pas moi? Donc pour susciter des vocations. Donc ça marche quand même pas mal. Évidemment, en complément, il faut de la formation. Donc c'est important de bien clarifier les rôles des différents acteurs que l'on met en place et d'avoir un plan de formation dédié à chaque rôle, parce que sinon les gens peuvent se perdre, hein. Quand vous regardez l'offre de formation qu'il y a sur Internet en termes de digitalisation, il faut être expert rien que pour ce sujet pour arriver à décoder tout ça et trouver les offres qui sont les plus performantes. Donc il faut, je pense, simplifier la vie des opérationnels et des managers en clarifiant des plans de formation, des parcours types, des parcours préférentiels. Il y a aussi un aspect mindset, je pense. C'est important, notamment auprès des managers, de leur faire comprendre qu'ils ont aussi leur rôle à jouer dans un monde qui est un peu plus agile, en se positionnant un peu plus en servant leader et non pas à demander du reporting, si je caricature un peu. Être au service des équipes qui font la transformation digitale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, il faut aussi de la gouvernance, hein, pour que ça marche. Par exemple, pour décider quels projets digitaux on lance, une fois qu'on les a un peu débroussaillés, il y a évidemment des règles à mettre en place en fonction de la stratégie de la maison sur les conditions de ROI acceptables pour lancer les projets. Il faut aussi de la gouvernance en termes de data, hein, la data gouvernance, avec des domaines de données qui soient clarifiés, avec des gens qui travaillent sur la qualité de la donnée, évidemment le RGPD, hein, qui est incontournable, hein. Là, il y a même une obligation de former les gens au RGPD, hein. C'est une obligation dans le cadre du règlement. Voilà quelques... Non, c'est clair. Moi, j'avais peut-être deux remarques. Tu n'as pas parlé de... Quand je t'ai parlé, la question, c'était quelles étaient les limites auxquelles vous avez été confrontés. Et puis, on en reviendra. Donc, ça revient à la remarque de Tarek. Et je remercie Hervé, hein, pour son petit fact-checking appréciable. Mais surtout, la question de Tarek, à savoir, ou le commentaire de Tarek, c'est: tu n'as pas parlé de techno. Alors, c'était donc pas un frein. Alors, donc, la techno est là et il n'y a plus qu'à. En vérité, je ne mettrai pas la techno dans les freins les plus importants. D'accord. Il y a une multitude de technologies disponibles. Je n'ai pas trouvé, évidemment, comme toujours dans des sujets complexes, il y a quelquefois des limites, etc. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui bloque la transfo digitale. Probablement que ça l'était il y a 7, 8 ans, 10 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manque comme technologie? Pas grand-chose, quoi. Je ne pense pas que ce soit le frein. Donc, pour parler un peu de techno, on a à la fois, comme je disais, fait des développements en interne, en mode agile, en prenant des stacks techno, pour le coup, qui sont disponibles sur le marché et qui n'ont rien d'extraordinaire de mon point de vue. Moi qui ne suis pas un expert IT, hein, qui ne sont pas extraordinaires, qui sont juste efficaces et qui marchent bien. Donc voilà, ce nombre de stack techno, comme j'ai utilisé par rapport à ça, rien d'extraordinaire. On a besoin de plateformes de données. Là aussi, il y a tout ce qu'il faut, tout existe. Et puis, on a besoin aussi des solutions proposées par les éditeurs. Donc, j'en viens à la question de Tariq. Oui, il y a le gros logiciel, le PLM de Dassault Systèmes qui s'appelle 3D Experience. Il y en a aussi un équivalent à peu près, on va dire, chez Siemens. Il y en a aussi chez PTC, etc. Donc, il y a des grands PLM qui existent. Quand on est dans un monde de produits complexes, avec beaucoup de diversité, enfin tout le panorama que je décrivais tout à l'heure, avoir un PLM est incontournable, hein, il n'y a pas débat. Par contre, ça demande un effort qui est très important en termes de déploiement, en termes d'update. Quand on passe d'une version, c'est pas juste des petites upgrades de version, hein. Quand on passe d'une version de PLM à une nouvelle génération de PLM, c'est quand même très lourd, hein. Ça, c'est un projet qui est assez long, qui ne se fait pas, qui ne délivre pas de la valeur comme le ferait un projet agile. Ça ne veut pas dire que c'est lent, simplement c'est plus complexe, ça touche toute l'entreprise, donc c'est forcément un peu plus lourd, mais c'est évidemment incontournable. Très bien. On a une question de la part de Pierre-Etienne qui nous demande: est-ce qu'il serait possible
de revenir sur la notion de servant leader et de développer d'abord. Bah, c'est, en tout cas, comme j'ai pu le vivre, quelque chose d'assez simple. Il ne faut pas y voir des théories super complexes. C'est en gros, le message, c'est vous êtes manager. Dans votre équipe, il y a un product owner, vous êtes manager à la R&D ou aux achats, au manufacturing, ou au RH, ou que sais-je. Dans votre équipe, il y a un product owner qui est en charge de piloter le développement d'une application digitale qui va digitaliser un processus de votre secteur. Euh, eh bien, le message, c'est que vous devez vous positionner en priorité en servant leader pour l'aider par rapport aux besoins qu'il peut avoir. Un projet digital, ses conditions de réussite, c'est qu'il fonctionne vite avec des sprints rapides de 2-3 semaines. Et toutes les 2-3 semaines, on délivre quelque chose. Donc, c'est un TGV. S'il faut que le TGV s'arrête à chaque gare de campagne en disant chef, j'aurais besoin que tu m'aides là-dessus, j'ai besoin de débloquer une situation organisationnelle, un petit conflit dans un coin, de débloquer un budget par là, j'ai du mal à avoir telle ressource, etc. etc. Le train, il avance pas assez vite. Si en plus, je pousse un peu le trait, mais ça existe, le chef passe son temps à arrêter le train en disant stop, 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 j'aurais besoin d'un reporting, là. Faites-moi une synthèse là, en 25 slides de où est-ce que vous en êtes, puis j'aimerais bien avoir ce genre de synthèse à tous les 15 jours pour vraiment savoir où vous en êtes, etc. Ça ralentit tout. Donc, il a besoin d'être informé, le manager, c'est évident, c'est son rôle, parce qu'il y a quelquefois des décisions que lui seul peut prendre, c'est une évidence. Mais du coup, dans un mode agile, il faut plutôt qu'il rentre dans le projet, qu'il vienne dans les cérémonies agiles qui existent pour prendre le pouls de la situation, plutôt que de demander un effort de reporting supplémentaire. Et ce faisant, il va beaucoup mieux sentir ce en quoi il peut se positionner en servant leader. Il va anticiper le fait que, effectivement, ce projet digital va avoir besoin d'une ressource complémentaire, qui est une ressource rare dans l'entreprise. Bon, ben moi, OK, les gars, je vais vous aider. Je vais aller, avant que ce soit le point bouchon du projet, je vais aller voir le secteur ad hoc et je vais discuter avec eux pour faire en sorte que vous ayez cette ressource au moment où vous allez passer dans la gare et non pas que vous arrêtiez à la prochaine gare en attendant que la ressource arrive. J'espère que ça éclaire un peu pour Pierre-Étienne. C'est pas, voilà, c'est pas, il n'y a pas une grande théorie autour du sujet. Hein, voilà, c'est très pratique. Bah, écoute, merci beaucoup. Pierre-Etienne a l'air satisfait de la réponse. Donc, tant mieux. Moi, j'avais une question, et après, on posera celle d'Hervé. Moi, c'est la question de l'argent et du financement. Est-ce que tu as eu des conversations tendues avec ton DAF de l'époque, ou ta DAF de l'époque, je crois que c'est plutôt là, pour financer ces nouveaux projets, sachant que tu parlais de coûts, etc. Ou est-ce que Renault avait bien compris qu'il fallait mettre le paquet et ils se sont dit, tiens, on va mettre une enveloppe propre pour pouvoir avancer, être à the edge sur ces assets-là, sur ces sujets-là, pardon. Voilà, quid de l'argent pour digitaliser une ingénierie, parce que j'imagine qu'on ne fait pas ça avec 3 francs 6 sous. C'est vrai qu'il faut des moyens. Je viens d'une société qui n'est pas riche et qui est très proche de ses sous. Donc, quand on est constructeur généraliste, on est au centime. Hein. Donc, on n'a jamais été dispendieux. Au départ, il faut bien mettre un peu de moyens pour lancer les affaires. Il y a forcément, c'est inévitable, un peu de perte au feu au début. Les priorités, on voit bien, chemin faisant, qu'on sait quelquefois, on aurait pu améliorer les choix de priorité. Mais je pense que le meilleur moyen pour répondre à la question, c'est que il faut se doter de règles sur le ROI attendu des projets. Quand on lance un projet industriel, on a des règles de ROI par rapport à la rentabilité attendue de l'entreprise, la rentabilité des capitaux investis. C'est pareil pour le digital. Donc, il y a des règles autour du ROI qui sont les règles de l'entreprise. Alors, on peut, dans le cadre du digital, être plus ou moins exigeant sur les taux de rentabilité attendus, sur les règles de payback. Donc, tout ça, ça peut se discuter. Mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a quand même des règles de ROI, c'est clair. Après, et là aussi, je ferai le parallèle avec le monde, on va dire, industriel classique. Quelquefois, on prend une décision au nom de la stratégie.
C'est-à-dire, quelquefois, on sait très bien que telle application, il est compliqué d'en montrer le bénéfice tangible, chiffré de manière certaine. Mais on en a besoin. Je vais prendre un exemple. Quelquefois, sur certains objets, on est arrivé à un tel niveau de complexité à gérer qu'en fait, les outils et les process d'aujourd'hui ne permettent plus de le gérer. Et donc, quand vous avez de nouveaux produits en cours de développement qui arrivent, qui sont encore plus complexes, on sait très bien qu'on n'y arrive pas. Donc, à un moment donné, il faut écouter les managers ou les acteurs, les opérationnels du secteur qui vous disent « Nous n'y arriverons pas si on ne modernise pas notre manière de faire ». Et quelquefois, ce n'est pas très facile de chiffrer le gain de ça. Mais à ce moment-là, c'est là que sert la hiérarchie. Hein. C'est à ce moment-là que le management prend la place et va dire « Ok, on n'est pas certain d'un ROI fantastique, mais on n'a pas le choix. On doit développer ces objets au nom de la stratégie de l'entreprise. On ne saura pas le faire autrement. On croit les gens qui font le job et on y va. » D'accord? Donc, voilà, ça, je pense que c'est... Non, mais c'est intéressant et après on n'aura pas le temps, mais ça pourrait être un webinaire à part entière parce que d'ailleurs tu parles de priorisation des cas d'usage, tu parles encore une fois, du feeling aussi, tu vois? Des fois de se dire, voilà, c'est aussi ça du leadership, de se dire: «Bah, effectivement, tu n'arrives pas à me quantifier ça, mais je sens et je sais parce que je suis au plus près de mes équipes qu'il faut qu'on mette le paquet dessus» et après un effort de communication, et j'allais dire limite de levée de fonds interne, en fait, qui vont, permettre d'aller chercher les moyens, les ressources qui vont permettre d'avancer parce que voilà, tu as la conviction que c'est le chemin qu'il faut emprunter, tout simplement. Ouais, tu vois, j'ajouterais un point, c'est que quand un manager demande à digitaliser un processus, une activité dont il est responsable, il va évidemment demander à ce qu'il y ait de l'argent sur la table pour qu'on puisse, on puisse effectuer cette digitalisation. Mais finalement, dans bien des cas, pas toujours, mais dans bien des cas, il en est le premier client. Or, évidemment, comme tout manager, il est pressurisé sur son propre budget, sa propre performance, qui doit s'améliorer sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc, s'il est capable de trouver un retour sur investissement dans sa propre efficience de son département, du secteur qu'il manage, à un moment donné, il peut même lui-même dire « je vais contribuer et mettre un peu de mon budget parce que j'y ai intérêt ». C'est vrai que Arriver à cet aspect très vertueux des choses. non, mais c'est vrai que le tout le temps faire plus avec moins, à un moment donné, a ses limites et l'idée de se dire: «Bah, moi, je suis manager d'une équipe, mais je suis moi-même client, en fait, de cette équipe», Bien sûr. il est fondamental. Voilà, cordonnier, souvent les moins bien chaussés, bah, c'est ça, en fait. Écoute, très bien, on arrive à la fin du temps. On prend, petite question de la part d'Hervé, quid de la cybersécurité? Oui, de la cybersécurité, c'est une contrainte majeure, évidemment, euh, qui se traite, euh, qui se traite au niveau global entreprise, à mon sens. C'est évidemment très important dans l'ingénierie, mais pas que dans l'ingénierie. La cybersécurité, c'est un sujet d'entreprise, hein, qui peut se traiter dans toutes les interfaces entre l'entreprise et ses partenaires et ses clients, en B2C, en B2B. Euh, Ça demande... Il y a un parallèle intéressant avec la transfo digitale et le RGPD. Hein. Ça demande des formations, y compris quelquefois des formations obligatoires hein, pour être ISO ad hoc hein, sur la cybersécurité. Ça demande une rigueur accrue dans un certain nombre de conceptions des systèmes embarqués. Et ça demande, côté système IT qui gère les interfaces entre les objets connectés et le serveur, on va dire, des procédures spécifiques, des développements spécifiques, à la fois embarqués, à la fois en usine, à la fois dans le monde débarqué. Hein. Donc oui, c'est une contrainte majeure. Elle est à la fois un sujet global d'entreprise avec ses ramifications dans toute l'entreprise,
Et là aussi, mindset, formation à tout niveau. Et elle se traduit par des specs, des spécifications qui sont spécifiques dans chacun des développements, à la fois dans le on-board et le off-board. C'est intéressant et ça suscite au moins une question et ça sera l'avant-dernière question. C'est, la question des talents. Parce que là, on a parlé de cybersécurité, on a parlé d'agilité, tout à l'heure. C'est autant de nouvelles compétences qui sont pas forcément disponibles sur le marché. Comment vous avez fait, Renaud, stratégie de sourcing, est-ce que vous avez réinternalisé ces compétences digitales? Est-ce que vous avez fait appel à des startups? Parce que c'était plutôt des grands groupes, voilà, ce serait intéressant de voir comment cette question des talents a été abordée, chez Renault. Est-ce que vous avez dit: «Allez, on va se rapprocher des écoles aussi, des universités pour recruter des nouveaux profils», voilà. Bah, écoute, je pense que tu as cité à peu près tous les leviers, donc je vais redire un peu. Comme je disais tout à l'heure, au début, Thierry Bolloré, non seulement a secoué le cocotier, mais il a mis les moyens. Et donc, il y a une entité qui a été créée, qui a embauché 150, ou je sais pas, c'est ce sorte de grandeur, hein, 150 personnes, des gens, data analyst, data scientist, data engineer, data tout ce qu'on veut, hein, OK. design thinking, etc. Donc, pour faire un flux, un peu un électrochoc dans l'entreprise pour apporter des nouvelles compétences qui manquaient. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, en tout cas qui n'y avait pas en nombre suffisant, pour apporter un flux de nouvelles compétences au sein de l'entreprise. Ça, c'est un premier levier. Il y a un deuxième levier qui est effectivement la collaboration écosystème avec des startups, des entreprises, etc., qui ont quelquefois plus de compétences. Et le fait de collaborer, ben, on apprend l'un de l'autre. Et ça fait partie de l'apprentissage. Programme de formation interne. Là, on a donné, hein, à la fois par cette entité nouvelle que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Renault Digital, euh, qui a pu dispenser finalement son savoir au sein de l'ensemble des fonctions de la maison. Au sein de chaque fonction aussi, je l'évoquais tout à l'heure, on a fait des plans de formation spécifiques, en les adaptant au mieux au cas de chaque fonction. Donc, formation, collaboration. Tu as parlé des écoles, tout à fait. Donc, il y a un certain nombre d'écoles, d'universités qui proposent des programmes qui sont attractifs. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelquefois compliqué de s'y repérer, tellement l'offre est pléthorique. Mais en tout cas, il y a des grandes écoles, par exemple, quand on veut sortir du lot quelques dizaines d'acteurs à fort potentiel, dont on se dit c'est avec les leaders du digital de demain dans l'entreprise, il y a quelques programmes qui sont bien faits, vraiment ad hoc, et très sérieux, très exigeants d'ailleurs, hein, qui leur demandent on top, off le boulot, une quantité de travail importante, mais qui leur permet de cranter véritablement, et tout ce qu'ils ont fait nous. Dernier point par rapport à ça, il faut recruter, il faut aussi garder les gens que l'on a qui sont talentueux. Et là, c'est un peu un cercle vertueux, hein. Quand on a des process non performants d'un point de vue digital, finalement, ça induit aussi des départs. Les gens qui disent ouais, c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, etc., etc. Alors que les gens ont envie d'avancer, ils ont envie de se retrousser les manches. Donc, plus on digitalise, plus on facilite l'accès à la donnée, et plus finalement, c'est des signes aussi de motivation positifs pour les talents, pour qu'ils aient envie de rester et de continuer eux-mêmes à mettre leur pierre à l'édifice. Très bien et bah, pour conclure, une dernière question de mon côté, bah, qu'est-ce que tu penses de WebAdvisor? Ah! Eh ben, écoute, c'est une entreprise agile, motivante. On trouve quelques-uns des termes qu'on a évoqués. C'est une entreprise qui est agile, qui est motivante, avec un management qui est jeune, et simple et très pragmatique. Donc voilà, de mon côté, je pense que c'est intéressant en tout cas qu'on se connaisse et qu'on puisse avoir ce genre d'échange. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. On avait une dernière question, mais il commence à se faire un petit peu tard. Elle est venue un petit peu tard, mais merci en tout cas de votre attention. Olivier, merci à toi, surtout d'avoir partagé ton expérience. Pour certains, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez aller plus loin. On va voir avec la possibilité potentiellement d'organiser des one-to-one avec Olivier si vous avez des questions spécifiques à adresser. Nous, on vous recontacte. N'hésitez pas à nous contacter en premier lieu.
et effectivement, on peut creuser les discussions ensemble. On vous remercie en tout cas pour le moment partagé aujourd'hui.